instant, va se transformer, et vous avec, puisque il va falloir oublier, à présent que vous êtes en 2013, mesdames et messieurs. Je m'appelle Sylvanie de Lutèce et je serai votre conteuse de cabine ce soir, puisque vous êtes à bord de la machine à voyager dans le temps. Il y a la caravane du Letting Go Cabaret qui a voyagé à travers l'Europe depuis fort longtemps et qui a décidé de venir poser l'ensemble de ses valises à Paris. Et à partir de ce moment-là, je pense que toutes et tous vous êtes bien installés. Oui. Vous avez à manger, vous avez à boire, tout se passe bien. Non, mais c'est super cool. Ah bah merci, santé. À la bonne vôtre en tout cas, installez-vous, détendez-vous. Peut-être quand même, à un moment donné, faites attention à vos sacs et à vos poches. On ne sait jamais. Même si c'est pour pas grand-chose, en tout cas, on reste entre nous. Et à partir de ce moment-là, fermez les yeux, détendez-vous bien. Nous sommes actuellement en plein été de l'année 1667. Une troupe armée sort du Châtelet, s'engage dans la rue Saint-Denis, remonte la rue Saint-Denis jusqu'à la rue Réaumur, ce qui est aujourd'hui la rue Réaumur, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, et arrivé à la rue Réaumur, remonte sur la gauche, et toute cette troupe armée va se poster au croisement de la rue Réaumur et de la rue du Soub. La rue du Soub existe encore aujourd'hui, c'est dans le 2e arrondissement, elle s'appelait avant la rue Gratte-Cul. C'est une rue où il y avait de nombreuses prostituées, et c'est surtout une rue qui amène un petit peu plus loin à la rue des Petits Carreaux, et la troupe va se séparer en deux à partir de ce moment-là. C'est une nuit d'été, il fait très chaud, c'est une nuit de pleine lune. À cette époque-là, Paris compte environ entre 400 000 et 500 000 habitants. C'est une ville très mal famée, c'est une ville très sale. En somme, c'est la ville la moins sûre d'Europe. Le roi, c'est Louis XIV. Louis XIV, qui a quand même eu le règne le plus long de toute l'histoire de France, 72 ans, dont 54 ans de règne personnel. Et Louis XIV se doit d'avoir une ville aussi prestigieuse que lui. C'est raté, puisque c'est la ville la moins sûre d'Europe, et que Versailles n'existe pas encore. Donc Louis XIV doit tout faire pour faire ressortir cette bonne image de cette bonne vieille ville de Paris. Parce que toute cette troupe armée, eh bien c'est la troupe armée de monsieur Nicolas de la Reynie. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il y a une rue qui porte son nom aujourd'hui, c'est pas très loin de Beaubourg, c'est une toute petite rue. Et monsieur Nicolas de la Reynie, c'est tout simplement le tout premier flic de France. C'est le premier lieutenant de police. Louis XIV l'a nommé en personne, et il lui a dit... Alors, Louis XIV a 29 ans à cette époque-là, et le lieutenant de police, lui, en a 42. Et il va organiser toute cette police, il va joindre un petit peu toutes les différentes polices, les archers du guet, la maréchaussée, les soldats, un petit peu les gardes suisses, et à partir de ce moment-là, il est chargé et de la sécurité de Paris, de l'urbanisme aussi un petit peu, il est chargé d'éclairer la ville. Alors, manque de peau, les lanternes, il n'y en a pas beaucoup dans Paris. Il y en a une au cimetière des Innocents, il y en a une au Grand Châtelet, au Petit Châtelet. Et tous les mauvais garçons, les brigands, tous ces truands, quand ils volent la nuit, ben, avant de commencer à voler, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont éclater les lanternes dans la ville pour pouvoir pratiquer plus facilement. Donc, la Reynie va décider d'éradiquer une bonne fois pour toutes les cours des miracles. Aujourd'hui, on dit la cour des miracles, mais il y en avait environ une douzaine dans Paris. La plus grande, évidemment, c'est celle qui se trouve dans le 2e arrondissement. Vous avez encore aujourd'hui le tracé au sol, au travers de la rue des Forges, et c'est dans le quartier du Sentier, c'est la rue du Nil, la rue Réaumur, la rue du Caire. Tout cela garde en mémoire bien présent cette cour des miracles, qui est la plus grande, et c'est celle qui éclipse toutes les autres. Alors les autres cours des miracles sont beaucoup plus petites, bien évidemment. Mais on en trouve une rue de l'Échelle, rue du Bac, un petit peu partout. Vous avez la rue de la Mortellerie,
Ils l'ont fait exprès. La rue de la Mortellerie aujourd'hui, c'est la rue de l'Hôtel de Ville. C'est pas très loin de la rue des Bars, un vieux quartier. Et à partir de ce moment-là, on décide d'éradiquer, alors on dit la cour des miracles, mais à l'époque on parle de poche de pauvreté. C'est une société parallèle, c'est une contre-société qui fonctionne à l'envers. Et où, pour la grande cour des miracles, qu'on appelle aussi le fief d'Albi, eh bien, pour 500 000 habitants dans la ville de Paris, il y a, rien qu'au sein de cette grande cour des miracles, dans le deuxième, qui correspond au 2e arrondissement aujourd'hui, 30 000 gueux. Donc je vois que vous, les gueux ce soir, du Letting Go Cabaret, êtes venus quand même bien nombreux. Et vous aviez déjà entendu parler forcément de cette cour des miracles. Pourquoi? Grâce à qui vous avez entendu parler de la cour des miracles? Esmeralda. Esmeralda. Qu'est-ce que j'ai entendu par là? Ah, j'ai entendu par là. Monsieur Victor Hugo. Monsieur Victor Hugo, il situe la cour des miracles vers Notre-Dame, et puis il situe surtout la cour des miracles au XVe siècle sous le règne de Louis XI. Non, les véritables cours des miracles sont beaucoup plus tardives. C'est 16e, 17e et 18e siècle. Il s'est fait plaisir, Victor Hugo. En tout cas, ça a fonctionné. Aujourd'hui, on dit la cour des miracles, mais il y en avait plusieurs. C'est tout un monde complètement, on dirait, interlope aujourd'hui. Et cette société est structurée, hiérarchisée. Vous avez, à la tête de ce monde complètement interlope, vous avez le roi des gueux. Le roi des gueux, on l'appelle le grand couer. On l'appelle aussi le bœuf gras. Tout simplement parce que ce grand bonhomme qui a fort caractère, qui a une gueule très patibulaire, ce bonhomme est assis sur un tonneau, au milieu de la cour, et cette cour, pour celle du 2e arrondissement, mesure à peu près 46 mètres de long, et ce sont 3 places principales qui se succèdent, et pour accéder de place en place, on passe par des toutes petites rues tortueuses, et on a des petites bicoques, des maisons construites un petit peu partout. La plupart sont dans le sol, faites de planches, et alors, pour y accéder, c'est une zone de non-droit. C'est-à-dire que la police n'y va pas. À l'été 1667, quand M. de la Reynie souhaite éradiquer cette cour des miracles, c'est la 4e tentative. Déjà, en 1630, on a décidé d'éradiquer la cour des miracles. On s'est dit, bah, c'est pas grave, on va enlever tout ça, on va construire une rue au milieu. Donc on va envoyer les maçons, et les maçons vont être massacrés avant même de commencer les travaux. 1630, problème. On va réessayer maintes fois, à chaque fois, des jets de pierre, tout le monde est tabassé, on a du mal. Il faut attendre Monsieur de la Reynie. Et ce roi des gueux, il en impose. Il a son franc-parler. La cour des miracles, en plus d'être hiérarchisée, a son langage propre, l'argot, la langue verte, la langue des oiseaux. Et ce bonhomme, ben lui, il récupère toute la thune, on l'appelle aussi le roi des thunes. Il va récupérer toute la thune que tous ces gueux qui vont être répartis la journée dans Paris pour qui voler, qui se faire passer pour un faux malade, et tous ces escrocs, tous ces voleurs, quand ils volent la journée, eh bien quand le soir ils rentrent à la cour des miracles, ils reversent une partie de leur gain au roi de la thune. Le bœuf gras, on dit bœuf gras parce que justement on engraisse ce bonhomme. Et ce bonhomme, assis comme ça sur son tonneau, il a une robe d'arlequin, il a un chapeau en forme de couronne qu'on lui a fabriqué, ce sont les femmes de la cour des miracles qui lui ont fabriqué avec des bouchons. Ça picole sec dans la cour des miracles, bien évidemment. Ça picole aussi dans les cabarets quand on arrive à se faire inviter par les voleurs et les escrocs, puisque les voleurs et les escrocs ne vivent pas à la cour des miracles. Ils s'entendent bien, ils peuvent être réfugiés de temps à autre à la cour des miracles, mais ils n'ont rien à voir avec cette population-là. Mais on s'entend quand même. Et il a un sceptre, comme un roi en fait. Même si c'est une contre-société, la hiérarchie de la cour des miracles est quand même constituée comme une sorte de miroir, parfois à l'envers, et il a un sceptre. Son sceptre, c'est une fourche, avec au bout de la fourche une charogne de chien. C'est pour calmer... Pardon ? Pourquoi de chien ? Et pourquoi de chien ?
parce que tous se considèrent comme des chiens galeux et que ça représente cette image de ce peuple pauvre et souffreteux qui est quand même à la base une société de truands, mais où parfois il y a énormément de pauvres. Parce qu'à l'époque, les pauvres, eh bien, on essaye de prendre soin d'eux. On ouvre des hôpitaux. Et c'est surtout que quand on donne la charité aux pauvres, on part du principe au XVIIe siècle que les maladies et les estropiés sont un signe divin. Et que de donner la charité à ces gens-là va permettre aux donateurs d'être protégés. Et c'est quelque chose qui va être récupéré par tous les gueux de la cour des miracles, qui ont bien compris, bien évidemment, qu'il y avait de l'argent à se faire. Donc, on n'hésite pas, on va hiérarchiser toute cette société. Le roi est élu, bien évidemment, par toute cette population. Je vous dis, environ 30 000. C'est Sauval qui nous raconte ça, c'est un avocat au Parlement de Paris au XVIIe siècle. Et alors lui, il est un petit peu comme moi, mais au XVIIe siècle, il est passionné par le Paris sulfureux. Donc il prend des notes constamment. Il se promène partout dans Paris, il prend des notes. Ces notes manuscrites vont être publiées bien après sa mort, mais on a quand même un témoignage assez fabuleux de cette époque-là. Et il a réussi à rentrer dans la cour des miracles, ce qui est quand même, pour l'époque, c'est pas évident parce qu'on fait attention aux espions. Il y a des espions qui essayent de rentrer pour voir un petit peu comment tout ça se passe, puisque c'est une zone de non-droit. Et quand on chope un espion dans la cour des miracles, mesdames et messieurs, le pauvre, on le juge, on lui fait une sorte de procès. En général, il est pendu. Sauf si il accepte de prendre pour épouse une des femmes de la cour des miracles. Et c'est là où on voit que c'est à l'inverse de la société, puisque normalement, un condamné à mort qui est condamné pour n'importe ce qu'il a fait, qui est pendu, en général, il peut être sauvé si une femme de l'assistance crie très fort qu'elle souhaite le prendre pour époux, et à ce moment-là, il ne sera pas pendu. C'est ici l'expression, mesdames et messieurs, de avoir la corde au cou. C'est de là que ça vient. Dans la cour des miracles, c'est à l'inverse. C'est lui qui doit accepter et évoquer à un moment donné qu'il veut prendre une femme qu'on appelle en général la bohème. Les femmes, on les appelle les bohèmes dans la cour des miracles. Et toute cette hiérarchie, eh bien, il n'est pas tout seul le roi, hein, bien évidemment. Il a des lieutenants. Ces lieutenants, on les appelle les cagous. Les cagous, dans cette hiérarchie de la cour des miracles, c'est un petit peu, on va dire, l'élite intellectuelle de cette population. C'est-à-dire qu'on les a recrutés, soit ce sont des prêtres défroqués, soit ce sont des étudiants débauchés. Ils sont formés et au bout d'un moment, les lieutenants sont choisis parmi les plus anciens. Et pourquoi parmi les plus anciens, mesdames et messieurs, à votre avis ? On ne peut pas tout faire. On peut pas tout faire, manger, boire, réfléchir. L'expérience, effectivement, merci. Ce sont les plus doués, donc les plus à même d'être les lieutenants du roi des gueux. Et en plus, ils ont le privilège extrême de mendier la journée, mais de ne pas reverser une partie au roi des gueux. Garde tout. Ce sont aussi les législateurs de la cour des miracles. Et ce sont eux qui vont apprendre l'argot à toutes les nouvelles recrues. Et alors ces nouvelles recrues, ça fonctionne un petit peu, la cour des miracles fonctionne un petit peu, même si c'est une contre-société, elle fonctionne comme les compagnons. Un compagnon, quand il apprend le métier, une fois qu'il est prêt, c'est un peu comme nous le bac aujourd'hui ou les examens, il doit réaliser un chef-d'œuvre. Et ce chef-d'œuvre doit être accepté par les maîtres, et ensuite, à partir de ce moment-là, on est accepté en tant que compagnon, ensuite on prend le bâton et on voyage à travers la France. Eh bien, dans la cour des miracles, c'est exactement pareil, sauf que ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais deux chefs-d'œuvre. Le premier, après de nombreux entraînements, ces entraînements qui sont faits avec une espèce de... c'est en général soit une corde, soit un mannequin rempli de grelots, et on vous pose, vous devez poser le pied gauche dans une assiette. Dans cette assiette, il y a des pièces. Vous avez la corde ou le mannequin avec des grelots, avec des bourses qui pendent autour, et vous devez faire le tour comme ça, sans faire bouger les pièces, et sans faire bouger les grelots, et réussir à voler
la bourse, là où les bourses. Ça dépend parce que plus on s'entraîne, plus il y a de bourses à voler. Si la nouvelle recrue n'arrive pas à voler la bourse, on le bastonne. Mais s'il y arrive, on le bastonne quand même. Mais on le bastonne le lendemain et les jours suivants. On le bastonne jusqu'à ce qu'il devienne insensible à la douleur. Et là, on le prépare à son deuxième chef-d'œuvre, parce que bien évidemment, ce chef-d'œuvre doit être fait devant le maître et devant le grand quaire. Deuxième chef-d'œuvre, on lui dit alors là, ok, c'est bon, on a fait ça entre nous, très bien. Maintenant, c'est en public. Donc, on va aller au cimetière des Innocents. Aujourd'hui, la fontaine des Innocents, au Halles. Un peu The Place to Be pour les gothiques et compagnie aujourd'hui. Comme quoi, hein, le passé, l'histoire se répète hein, parfois. La prochaine fois que vous passez à la fontaine des Innocents, regardez par terre, vous avez le tracé au sol du cimetière des Innocents, des différents charniers. Et c'est un des rares endroits où vous avez toute une colonie de corbeaux qui ne vivent qu'à cet endroit-là et qui ne s'envolent pas et qui restent ici. Bon, c'est vrai qu'il y a plein de poubelles autour, mais c'est assez... De savoir qu'il y avait un cimetière ici avec toute cette colonie de corbeaux, c'est assez drôle. Donc on emmène la nouvelle recrue pour son deuxième chef-d'œuvre à cet endroit qui est fort fréquenté, et ses amis vont lui dire « Alors, tu vois le monsieur là-bas ? Le monsieur avec les lunettes et le pull beige, là, oui, vous, voilà, vous, le monsieur qui boit, là, oui, vous. Eh bien, tu vas aller lui tirer toute sa thune. Ok, très bien. La nouvelle recrue, c'est absolument pas ce qui va se passer pour lui, c'est juste, on lui indique quelqu'un, il va lui piquer sa thune, et puis très bien. Sauf qu'au moment où il s'engage et où il commence son larcin, tous ses potes vont lui dire, et pas lui dire à lui, mais lui dire à toute la foule en gueulant et en hurlant, attention, c'est un coupeur de bourse, attention, il est en train de voler. Et puis ils y vont, hein, ça rigole pas, hein, ça balance. Du coup, toute la foule va s'empresser de sauter sur le garçon, va prendre le garçon, le taper, le bastonner. Lui, à ce moment-là, il doit être très fort parce qu'il ne doit pas montrer la douleur, il ne doit pas montrer qu'il connaît les gars qui l'ont dénoncé, il doit faire comme s'il ne les connaissait pas. Et à ce moment-là, alors c'est une espèce de tohu-bohu incohérent, et tous en profitent pour voler tout le monde, y compris la nouvelle recrue, qui lui doit quand même voler le plus que les autres, puisqu'il est quand même mis à l'épreuve pour son deuxième chef-d'œuvre. Et c'est un peu comme dans les dessins animés, vous savez, où il y a les bras qui sortent, comme les bulles de dessins animés, c'est un peu ça. À un moment donné, hop, ils vont réussir à extirper leur camarade, qui a réussi, qui a bien volé, et ils s'en vont, tout le monde continue de se battre et de chercher le bonhomme, et il n'y a plus personne. Donc à partir de ce moment-là, il est intronisé, et il peut rentrer dans la cour des miracles, avec une dernière chose à faire, qui est de prêter serment, et de dire que plus jamais il ne dira le secret de la cour des miracles, c'est-à-dire ni parler de l'argot, ni expliquer la manière dont il a été intronisé au cours de son entraînement dans la cour des miracles. Et là, suivant son habileté, eh bien, on va lui destiner un quartier. Alors, c'est sûr que le roi, lui, il fait jamais rien, il est toujours sur place. Lui, il a volé depuis bien longtemps, donc il arrête. Mais il va gérer toute cette hiérarchie. Et les lieutenants qui sont en place, qui leur apprennent tout ça, vont eux-mêmes hiérarchiser le reste. Alors c'est assez compliqué de pouvoir hiérarchiser tout ça et d'expliquer tout ça, mais j'ai pris le parti de faire deux groupes, beaucoup plus simples. En plus on est très en retard, donc du coup, hop là. On a d'un côté les mendiants et les faux malades, et de l'autre, les escrocs et les voleurs. Pour ce qui est des faux malades, là, pareil, on a des sous-catégories, avec par exemple les francs-mitous. Alors c'est des noms parfois un peu pompeux, mais le franc-mitou a la particularité de mettre un garrot à son bras, de serrer très fort. Il faut donner de sa personne, hein, quand on est dans la cour des miracles. Si on veut récupérer de l'argent, il faut vraiment donner de sa personne. On serre le bras très fort pour ralentir le pouls afin de tomber en syncope. Pour qu'ensuite les gens, oh le pauvre, tenez mon bon. Voilà pour les francs-mitous. Vous aviez aussi, alors tout ça, tous ces francs-mitous, vous aviez les malingreux, vous avez les sabouleux, tout ça font partie des simulateurs.
Les faux vieillards, ça nous rappelle quelque chose, hein, les faux vieillards, encore aujourd'hui, on en croise pas mal, enfin bon, hein, s'il vous plaît, tout ça. Ben, tout ça est un héritage de 1667, du XVIIe siècle. On n'invente rien, de toute façon, hein, rien de secret, tout se récupère, c'est bien connu. Et les malingreux, alors les malingreux eux-mêmes en sous-catégorie, vous aviez ceux qui étaient adeptes des fausses plaies, purulentes, des ulcères. Et alors ils faisaient tout ça, alors on les entraînait bien sûr, il n'y avait pas que le mannequin, hein, on s'entraînait à faire des fausses plaies, on s'entraînait à faire des faux papiers, on s'entraînait à raconter des histoires rocambolesques. Et pour les fausses plaies, c'est un peu comme s'il y avait des ateliers qu'on faisait avec les dames, avec les bohèmes les plus âgés, qui en connaissent long comme le bras, si je peux me permettre. Et ces fausses plaies, en général, la plupart étaient faites à partir de lait, de farine et de sang de bœuf. Bon appétit. On en foutait un petit peu partout. Vous aviez les sabouleux. Ben, on peut faire un petit jeu, à votre avis, les sabouleux, comment ils fonctionnaient? C'est bien parce que c'est comme dans un vieux grenier, ça craque. Pardon? Avec du savon, effectivement. Mettez un petit morceau de savon dans la bouche et il bavait, il faisait des bulles et il simulait des crises d'épilepsie. Vous aviez aussi les orphelins, on les appelait les orphelins. Alors ils se promenaient toujours, en général c'est 4 par 4, main dans la main, et ils sont très très peu habillés, ils claquent des dents, comme s'ils avaient froid, et ils vont, quand je vous disais qu'il faut donner de sa personne, ils vont jusqu'à se frotter le corps avec des orties pour avoir la chair de poule. Pour attendrir, bien évidemment, surtout les dames, pour avoir un maximum d'argent. Alors, tout ce monde-là, bien sûr, n'a pas de plaie, n'a pas d'épilepsie, ne tombe pas en syncope, et c'est là l'origine du terme la cour des miracles. Parce que, dans la journée, ben, ils ont toutes ces plaies et tout ça, mais quand ils rentrent chez eux, à la cour des miracles, pop, pouf, comme par miracle, tout de suite, hop, ça va beaucoup mieux. Non, plus rien. Mais la deuxième, et ça, c'est pas une légende, la deuxième origine qu'on avance le moins souvent, mais qui est pourtant, pour moi, la plus intéressante, c'est de savoir que tous ces gens-là, au sein de la cour des miracles, étaient protégés secrètement par qui? Par le clergé. Vous me voyez venir ou pas? Oui, oui. Mais oui, mais oui. Mais oui, mais merci, oh, vous êtes en forme, hein, bravo, hein, franchement. Eh bien oui, quand il y a des processions et qu'il y a des gens malades, eh bien on fait appel secrètement aux gens de la cour des miracles, aux malingreux, à tous les simulateurs, et ceux qui ont des épilepsies qui tombent à syncope devant tout le monde, hop, on les touche, juste après, hop, tout va bien, c'est génial, et donc alors là, tout le monde, tout plaît-il? Si, non, mais allez-y, on est entre nous. Ils disent, il y a bien que nous. Oui, mais ils disent ça, et puis c'est surtout que ça fonctionne, donc du coup on file de la thune. Bien sûr, évidemment. Et qu'ensuite, le clergé, lui, a le droit de rentrer dans la cour des miracles et a le droit de récupérer un petit pécule. Et oui. Et après, on a l'autre catégorie avec les voleurs et les escrocs. Alors, tout le monde est armé là-dedans, hein, les femmes, les enfants, les hommes, tout le monde, même les vieillards. Les vieillards, en général, on s'occupe d'eux et continue d'enseigner un petit peu aux enfants. Mais pour les voleurs et les escrocs, on a les polissons. Alors les polissons, ils sont... Oh, c'est des petits marrants, les polissons, hein. Ils se promènent un petit peu à poil dans la ville. Ils disent, ah, on a froid, on n'a pas de vêtements. Bon, alors du coup, on leur donne des vêtements. Ces gentes dames du bon peuple de Paris leur donnent des vêtements. Puis qu'est-ce qu'ils font, eux? Bah, après, ils s'empressent d'aller revendre les fringues au fripier, qui lui va redonner un peu d'argent au roi des gueux. Et ensuite, parmi les voleurs, vous avez d'un côté les tire-laines et les coupeurs de bourse. Quand on a suffisamment squatté dans le coin des Halles, dans le coin du cimetière des Innocents, autour de la cour des miracles et des cours des miracles, on arrive à faire la différence entre un tire-laine et un coupeur de bourse. Le coupeur de bourse, lui, sur son chapeau, il a autour de son chapeau un ruban qui va préciser pour toute la population de la cour des miracles sa spécialité. Le tire-laine, lui, pour qu'on puisse le reconnaître, ça va être son pourpoint. Et son pourpoint, il va choisir de le fermer un bouton sur deux. Ça va éviter, suivant les quartiers, si un tire-laine et un coupeur de bourse se retrouvent au même endroit, de pouvoir
se repérer et de mettre une certaine distance. En général, les tire-laines et les coupeurs de bourse sont au taquet sur le pont neuf. À l'époque, c'est the place to be, puisque c'est le premier pont qui est construit sans maison. C'est le premier pont où on se retrouve avec un véritable trottoir, où on peut déambuler, et où surtout on peut avoir une vue extraordinaire sur la Seine et sur Paris, avec une longue perspective. Donc tout le monde va en masse à cet endroit-là. Forcément, tout le monde perd soit son manteau, soit sa bourse. Alors bien sûr, pour les plus expérimentés, ils sont envoyés en général à la cour du roi, carrément, c'est un entraînement. Pour vraiment voir ça, on pourrait considérer ça comme le troisième chef-d'œuvre. Si bien qu'au XVIe siècle, Charles IX, puisqu'il y avait aussi des cours des miracles à cette époque-là, Charles IX dit, alors attendez, ces petits coupeurs de bourse et tout ça, moi je veux voir de quoi ils sont capables, donc on va les inviter à la cour, on va en choisir 10 au hasard, et on va les inviter à un grand banquet, un petit peu comme ici. Et on va leur laisser libre cours. Par contre, il ne faut pas se faire prendre. À l'occasion du festin, les 10 vont se faire en gros 3000 écus, et Charles IX va leur dire chapeau, hein. Alors du coup vous pouvez garder la thune, et puis pour vous récompenser, comme on manque un peu de main d'œuvre dans l'armée, je vais vous embaucher. Hop, il a embauché tout le monde dans l'armée. Alors c'est sûr qu'après, quand on se fait prendre, normalement c'est la peine de mort. Mais l'histoire faisant son chemin, il y a eu un moment donné où la marine aussi manquait de main d'œuvre, donc plutôt que la condamnation à mort, on a choisi les galères. Mais quand il y avait encore la condamnation à mort, et avant la condamnation à mort, on vous pose des questions, on vous pose deux questions, la question ordinaire et la question extraordinaire. C'est-à-dire, la question extraordinaire, c'est la torture. Mais avant la torture, il y a la question ordinaire. La question ordinaire, vous avez déjà eu un procès, vous n'avez pas bavé suffisamment, on va partir du principe que peut-être vous avez encore, parce que vous avez les jetons, vous avez peut-être encore des choses à raconter pour balancer d'autres personnes qui étaient avec vous. Si là, vous ne balancez personne, on vous torture. Alors c'est les brodequins, c'est le supplice de l'eau, c'est tout ça. Et pour les coupeurs de bourse, est-ce que les messieurs peuvent lever la main, s'il vous plaît? Les messieurs, oh, les messieurs. Bon. Donc, les coupeurs de bourse, quand on les prend une première fois, on va leur couper l'oreille gauche, messieurs. Pourquoi l'oreille gauche en premier? Parce que dans l'oreille gauche, il y a une veine qui mène aux parties naturelles. Et que si on coupe cette oreille, on annule ce qui se passe dans cette veine et que du coup, ça évite aux coupeurs de bourse de se reproduire. Si jamais ce monsieur n'est toujours pas calmé, on lui coupe l'oreille droite. Comment? Non, rien. Ensuite, on le coupe les deux mains. Il faut déjà vouloir, hein. Après, faut déjà bien le vouloir. Et on lui coupe les deux mains et on le marque au fer rouge. Et ensuite, hop, soit condamné, soit... Quand c'est plus la condamnation à mort, effectivement, les galères. Entre 5 et 20 ans, hein, les galères. Déjà, quand vous prenez 5 ans en galère, sans les mains, oui, non mais... Ça n'empêchait pas, c'était les aides et ils étaient quand même prêts. Qui a dit pas de bras, pas de chocolat? Je m'appelle Nina Minizel. Nina Minizel. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Alors, voilà pour les châtiments, bon, c'est quand même pas mal. Je vous rassure, effectivement, il est arrivé que certains gars sans main se retrouvent en galère. Ouh, en grande forme. Ouais, non mais au moins ça vous fait rire, hein, voilà. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Non, parce qu'il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que si vous aussi vous savez des choses, vous pouvez, hop là, en rajouter, n'est-ce pas? Non, mais je terminerai parce qu'on est très en retard, très en retard. Et j'ai commencé par cette troupe qui arrive, qui va pour éradiquer, essayer d'éradiquer pour la 4e fois cette cour des miracles, avec Nicolas de la Reynie qui arrive à cette entrée. Alors, en pleine lune, la pleine lune, hein, pourquoi? Pour surprendre un petit peu tout le monde dans son sommeil, et puis surtout pour être bien éclairé, pour faire
le moins de bruit possible, être le moins visible possible, utiliser le moins de lanternes et de bougies possible. Mais manque de peau, quand il s'engage au niveau de la rue des Petits Carreaux, de ce qui correspond aujourd'hui à la rue des Petits Carreaux, eh bien, il y a un môme qui va sortir, un petit, alors soit un polisson, soit un orphelin, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il va se retrouver complètement hébété face à cette troupe. Cette troupe, on a carrément pris plus d'un tiers des archers du guet de Paris. Enfin, c'est énorme le nombre de personnes qui sont présentes pour éradiquer cette cour des miracles. Et ce gamin va se mettre à crier, va partir, va aller alerter tout le monde. Et à ce moment-là, eh ben, le tout premier flic de France va quand même avoir une noblesse de cœur, pourrait-on dire, qui est assez exceptionnelle, puisqu'il va décider, et puis alors en plus c'est au petit matin, et c'est depuis cet été 1667, et c'est encore en place aujourd'hui, quand on souhaite arrêter quelqu'un, on l'arrête à partir de 6 h du matin. Ça vient de ce jour-là. Mesdames et messieurs, pensez-y la prochaine fois que vous vous faites arrêter. Alors, j'allais dire à qui c'est pas arrivé, bah, personne. Ah. Enfin, en tout cas pas à moi encore, pas encore. Donc, c'est le fouillis, branle-bas de combat au sein du fief d'Albi, et là, Monsieur de la Reynie va se retrouver, il y a un face-à-face, c'est tendu quand même, hein. On sent bien que la tension est palpable. La troupe face à ces, alors pas 30 000 mais plutôt 3 000, et ils sont réveillés, ils sont là, ils sont présents, et ils savent bien qu'il va se passer quelque chose, et plutôt que de tirer, que d'arrêter tout le monde et que d'écorcher tout le monde, la Reynie va prendre un porte-voix et va dire, voilà, je vous présente la chose suivante, c'est que cette cour des miracles qui est collée à l'enceinte de Charles V, je vais faire 3 brèches dans cette enceinte, et vous allez partir. Vous avez une demi-heure. Par contre, ceux qui seront pris, les 12 derniers qui seront pris, qui n'arriveront pas à partir à temps, prendront pour tous les autres. 5, 4, 3, 2, 1, boum. C'est parti. Entre-temps, la Reynie doit quand même calmer un petit peu ses troupes, parce que entre la maréchaussée, tous les hommes qui sont sur leurs chevaux, il y en a aussi qui sont en civil, on sent cette tension, ils ont envie quand même d'arrêter tout le monde. Et c'est un bonhomme qu'en impose, hein, la Reynie. Et effectivement, tout le monde, une envolée de moineaux, vous imaginez, tout le monde se bat, on fait ses brèches, tout le monde s'en va, et oui, et il y en aura 12 qui vont prendre pour les autres. Les 6 premiers vont être pendus sur place, et les 6 autres, avec leurs 2 mains, 20 ans de galère. À partir de ce moment-là, c'est on va dire, ça va se calmer un petit temps. C'est-à-dire qu'on a éradiqué cette grande cour, du coup on va aller raser toutes les maisons des autres cours de miracles, des miracles qui se trouvent dans Paris. Mais les maisons de la grande cour des miracles va rester, toutes ces maisons vont rester en place. 1667. Il faudra attendre seulement un édit royal bien autoritaire en date du 21 août 1784 pour que soient rasées de force toutes les maisons de la grande cour des miracles du 2e arrondissement, le fief d'Albi, et on va vouloir ouvrir un marché aux poissons. Et ça a tellement mauvaise réputation que personne ne va vouloir y aller. Il n'y a que les forgerons qui vont accepter d'y aller. Alors, ils vont accepter d'y aller, pas parce que c'est des forts, des trucs, des machins. Non, non, parce que en fait, la location du lieu est beaucoup moins chère vu que c'est un endroit mal famé et qui a une histoire encore bien marquée. Et on a encore aujourd'hui ce souvenir de ces forgerons avec la rue des Forges qui coupe en son milieu l'ancien emplacement de ces 46 mètres de cette cour des miracles. Et je terminerai avec cette anecdote, et non des moindres, puisque quand on a éradiqué la cour des miracles, le fief d'Albi, ça a été accueilli par la population, mais alors très 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 bien accueilli, tout le monde était content de cette bonne nouvelle. Et le quartier, aujourd'hui encore, s'appelle Bonne Nouvelle. Et ce n'est que le début, mesdames et messieurs, puisque la caravane du Letting Go Cabaret vient de s'arrêter au Café de Paris.
terminer de manger, on va faire une petite pause, mais tout ce que je viens de vous dire va voyager dans votre tête. Vous pouvez refermer les yeux et apprécier votre digestion, et ce n'est que le début. Je vous dis à tout à l'heure, mesdames et messieurs. Merci beaucoup.